Cette conférence est donc organisée par la Commission transnationale et aussi par les Global Green. Donc, je ne sais pas si Pauline Nalès, qui est présente évidemment, aura le temps de présenter un peu les Global Green. Et bon, je me présente, donc Françoise Lamartine, co-responsable de la Commission transnationale, avec Romaric Turel, qui est là aussi, mon co-responsable, et pour le parti des écologistes, ex-ELV. Et donc, je vous rappelle un peu pour ceux qui ne connaissent pas bien, nous avons notre commission travaille sur les relations internationales, évidemment, mais très loin des discours médiatiques et politiques habituels. Et nous essayons souvent de déconstruire ces discours qui restent très, très superficiels et parfois même complètement faux. Donc, par exemple, et je vais simplifier beaucoup, hein, je vais dire qu'on les analyse en fait en pensant que c'est un système de domination, que c'est un système de domination dans différents secteurs et dans beaucoup de domaines pour euh, c'est gentil, mais je vois plus rien moi. Que c'est un excusez-moi, que donc c'est un système de domination dans beaucoup de domaines, des pays du Nord pour les pays du Sud, et que nous étudions aussi, nous travaillons aussi évidemment sur chaque pays et en essayant de le faire d'un point de vue écologique, ce qui n'est pas du tout le cas de la plupart des médias. Donc voilà, nous publions des communiqués, hein, comme le savent certains d'entre vous. Nous publions des notes qui alimentent la réflexion du parti et qui servent à prendre des positions à partir de ces analyses. Et c'est ce que nous avons fait pour le Venezuela. Donc vous pouvez aller regarder à propos évidemment de l'élection frauduleuse de Nicolas Maduro. Et vous pouvez trouver tout ça sur notre site. Et donc, je vais le mettre dans le chat si j'y arrive, en sachant qu'il y a les communiqués. Il y a aussi, nous avons donc, pardon, où nous avons un YouTube avec toutes les vidéos que nous avons faites. Voilà, je le mets dans le chat. Donc, si j'y arrive, je ferai ça tout à l'heure. Je vais peut-être le faire en espagnol s'il y a d'autres, je ne sais pas s'il y a, à part Alejandro. Bon, allez. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, gracias por su presencia para la gente que habla castellano. Esta conferencia está organizada por la Comisión Transnacional del Partido Los Ecologistas. Me presento, Francisca Lamartine, Francoise, como on dit, co-responsable con Romaric Turel, que está aquí, de la Comisión Transnacional de los Ecologistas. Nuestra comisión trabaja en las relaciones internacionales, lejos de los discursos habituales mediáticos o políticos. Por ejemplo, simplificando, analizamoslas como un sistema de dominación en muchos ámbitos de los países del norte sobre en los del sur. También estudiamos cada país a diferentes niveles de un punto de vista ecológico. Publicamos comunicados, notas que alimentan la reflexión del partido y sus posiciones públicas. Así lo hicimos por la fraudulenta elección de Nicolás Maduro. Las conferencias de video como esta enriquecen nuestros análisis. Lo puede encontrar todo sobre nuestro sitio que voy a poner en el chat. Gracias y doy la palabra a Pauline Nales. Muchas gracias, Françoise. Merci beaucoup. Je vais présenter nos deux intervenants qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui. Je vais le faire assez rapidement pour qu'on ait surtout le temps de les entendre et d'échanger avec eux deux après. Voy a hacer la presentación de vosotros y después vamos a empezar con el debate y con las preguntas. Je me suis coupée toute seule. Donc Alejandro a 42 ans, il est ingénieur civil et avocat, secrétaire général national du mouvement écologique du Venezuela
député à l'Assemblée nationale du Venezuela, député au Parlement sud-américain, le Parlasur. À l'Assemblée nationale du Venezuela, il est membre de la sous-commission permanente des traités et conventions internationaux, président de la sous-commission spéciale sur la mise en œuvre et le suivi des objectifs de développement durable, membre des groupes parlementaires d'amitié du Venezuela avec la France, donc ça va particulièrement nous intéresser, et l'Union européenne. Il est aussi coprésident de la Fédération des partis verts des Amériques et représentant principal pour les Amériques auprès du Global Greens Committee. Et Sabrina. Sabrina a grandi dans un quartier populaire d'Ivry-sur-Seine avec un père ouvrier et une mère assistante maternelle. Pour financer ses études en biologie puis en sciences politiques, elle a travaillé pendant 5 ans en tant que caissière. Elle s'est engagée par la suite dans la politique, agit en tant qu'adjointe au maire d'Ivry entre 2014 et 2022, où elle porte des sujets de sécurité puis de santé. La lutte contre les discriminations et pour l'autodétermination est la matrice de son engagement, qu'elle a poursuivi pendant 2 ans à l'Assemblée nationale en tant que députée des Hauts-de-Seine. Sabrina est commissaire aux affaires étrangères et dans ce cadre, elle est régulièrement amenée à se saisir de l'actualité internationale. Donc, on sera très content d'avoir ton regard sur les sujets latino-américains ce soir, Sabrina. Je refais la traduction rapide en espagnol et je vous prie par avance de pardonner mon accent. Alejandro José Aguilera Rodríguez, 42 años, ingeniero civil y abogado. Él es el secretario general nacional del Movimiento Ecológico de Venezuela. Es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y diputado ante el Parlamento Suramericano, Parlasur. En la Asamblea Nacional de Venezuela es miembro de la Subcomisión Permanente de Tratados y Convenios Internacionales, presidente de la Subcomisión Especial de Implementación y Seguimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, miembro de los grupos de amistad parlamentarios de Venezuela con Francia y la Unión Europea. Al internacional es el copresidente de la Federación de Partidos Verdes de las Américas, FPVA, y el representante líder por las Américas ante el Comité de la Global Greens. Y Alejandro, Sabrina Sebaí creció en un barrio obrero de Ivry-sur-Seine. Es una ciudad en Francia, close to Paris, près de Paris, con un padre trabajador y una madre niñera, para financiar sus estudios de biología y luego de ciencias políticas. Trabajó durante 5 años como carrera. Posteriormente se involucró en política y fue teniente de alcalde de Ivry entre 2014 y 2022, donde cubrió cuestiones de seguridad y luego de salud. La lucha contra la discriminación y por la autodeterminación es la matriz de su compromiso, que continuó durante 2 años en la Asamblea Nacional como diputada por Altos del Sena. Sabrina es comisaria de Asuntos Exteriores y en este contexto debe cubrir periódicamente las noticias internacionales. Muchas gracias a vosotros para estar con nosotros. Y podemos empezar con las preguntas. Merci beaucoup d'être là. Je pense qu'on va commencer avec les questions si ça vous va. Vamos a empezar contigo, Alejandro. Y muchas gracias. Christian es con nosotros, es nuestro traductor. Donc Christian est notre traducteur aujourd'hui. Et merci beaucoup parce que il jump in un peu au dernier moment. Et donc Christian est militant écologiste franco-chilien, entrepreneur et consultant en IA et innovation. Alejandro Cristian, que es nuestro traductor hoy, es activista verde, emprendedor y consultor franco-chileno en IA et innovation. Je vous propose donc de commencer tout de suite. Alors, Alejandro, ¿puedes volver rápidamente a las elecciones y sus resultados? Est-ce que tu peux revenir rapidement sur les élections et nous donner ton sentiment? Et Christian ou Nathanaël, est-ce qu'un de vous pourrait demander des réponses courtes pour que ce soit facile pour vous de traduire après? Alejandro, Paulín, ¿la traducción será simultánea? No, ok. No, 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 es Ok. después. Para saber cómo decir las cosas, perfecto. Sí. Alejandro, hola, me llamo Cristian, voy a ser el traductor hoy día, el acento chileno es por mi familia.
Un placer. Pauline me pidió que te diga si las respuestas pueden ser relativamente cortas para que podamos crear un ritmo mientras yo voy traduciendo y tal, ¿vale? Vale. Eh, Trataré de dar las respuestas lo más objetivo posible sin irme a ninguno de los extremos que son quien tienen polarizado a mi país Venezuela. Je vais essayer de donner des réponses sans aller dans les extrêmes, car c'est justement ce qui polarise mon pays, le Venezuela. Eh, Tenemos que entender el contexto de Latinoamérica para poder hablar de cualquier país y sobre todo los más convulsionados en estas últimas 2 décadas. Comprendre le contexte de l'Amérique latine pour saisir le sens de ma réponse, surtout toutes les turbulences qu'il y a eu au cours des 2 dernières décennies. Todos los políticos en Sudamérica luchamos contra enemigos comunes, como lo son el populismo, la corrupción, el injerencismo de potencias extranjeras y el narcotráfico. Oui. Christian, on ne t'entend plus. Je sais pas si tu as un bug de micro. Je peux prendre le relais, que dans les Euh, différents pays d'Amérique du Sud, les gouvernements doivent affronter quatre points essentiels que sont le populisme, que sont la corruption, le, le narcotrafic et l'ingérence étrangère. Partiendo de ese punto, nacen los verdes en Sudamérica, en todo el continente, y hace aproximadamente unos 7 años en Venezuela. et c'est sur la base de ça que sont nés les partis verts au Venezuela. Hablando ahora específicamente de Venezuela, el partido de gobierno del PSUV, desde que llegó Chávez, cada vez se ha alejado más del esquema democrático que manteníamos en en aquel momento. Nathanaël, est-ce que tu peux dire à Alejandro, s'il te plaît, que c'est peut-être pas mal s'il tente de couper sa vidéo parce qu'on n'entend pas bien? Y Alejandro, tal vez si puede cortar la video porque parece que el sonido no pasa muy bien. Et entonces voy a traducir lo que acaba de decir. Il dit qu'en fait, le Parti vert vénézuélien s'est créé il y a 7 ans dans un contexte où, depuis l'arrivée de Chavez au gouvernement, les questions écologiques et environnementales ont été de pire en pire au fur et à mesure des années. Alejandro, por favor. Alejandro? No tenemos más el sonido, Alejandro. Bon, sinon, pendant que tout le monde se reconnecte, est-ce que Sabrina, tu es prête à prendre le relais ou pas? Mais c'est dommage parce que ça se prêtait mieux si on avait d'abord la situation et puis après l'explication de ce que peuvent faire nos députés. Il semble qu'il y a eu une coupure d'Internet au Venezuela. C'est les cailloux à l'Internet, il y a eu une coupure d'Internet au Venezuela. C'est vrai ou pas? C'est dans le chat. Loïs Maldonado nous dit que oui, ok. Alexandro, c'est un État avec beaucoup de problèmes Mince. électrique et d'électricité. D'accord. Bon, il vient de revenir, peut-être que ça va fonctionner. Ok. Disculpen, hay problemas con la conexión. Ok. No problema. Sigue, por favor. Ok. Partiendo
de que el partido de gobierno se ha alejado de un esquema democrático tradicional. En la actualidad, los poderes públicos todos están controlados por exfuncionarios del partido de gobierno. Avec la situation qui est aussi en train de se dégrader d'un point de vue démocratique au fur et à mesure, toutes les différentes instances du pays sont contrôlées par des membres du gouvernement, des membres du parti de gouvernement actuel. Le añadimos a esto una polarización por completa entre los países potencia del norte y la lucha que da el Foro de Sao Paulo en todos sus aspectos, sobre todo el más extremo en el continente. Christian est de retour. Si tu veux, tu continues, Christian? Ouais, ça marche. Donc je disais qu'on ajoute à cela une polarité extrême qu'il y a entre d'un côté les pays du Nord et d'autre pays et d'autre part les pays membres de la conférence de Sao Paulo. Eso me obliga a poner claro que los verdes de América somos verdes, pero en su gran mayoría están aliados a fuerzas progresistas en el continente. Ceci m'oblige à mettre au clair que les Verts d'Amérique latine sont alliés à de nombreuses forces politiques. Pero estas fuerzas progresistas, dentro de la condición interna que tenemos en la federación, tienen que ser demócratas. No se pueden alejar de la democracia. Ces forces progressistes qui sont au sein de cette coalition doivent cependant être démocrates, ne peuvent pas se permettre de s'éloigner de la démocratie. Por eso somos un factor en Venezuela, los verdes, de oposición al gobierno, pero no comulgamos con una parte de la oposición de extrema derecha radical sujeta a los intereses de países potencias del norte. C'est pour ça que nous, du coup, nous sommes un facteur d'opposition, nous sommes un parti d'opposition au gouvernement, sans communier, sans s'allier avec l'opposition d'extrême droite radicale qui, elle, est soumise aux intérêts des pays du Nord. Los verdes de Venezuela no aceptamos que posiciones de países como Estados Unidos o como Inglaterra dictaminen cuáles son nuestras líneas en nuestra idiosincrasia venezolana. Les Verts du coup du Venezuela n'acceptent pas que les positions de pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni viennent dicter leur ligne idiosyncratique, leur ligne idéologique. Pero también rechazamos las posiciones injerencistas de países como Cuba y Rusia en nuestro país. Et nous rejetons également les positions ingérantes, les tentatives d'ingérence de pays tels que Cuba ou la Russie dans notre pays. Creo que desde aquí podemos partir el debate de cualquier duda o posiciones que tengan sobre los verdes de Venezuela y lo que está pasando en nuestro país. Je pense que à partir de là, nous pouvons partir dans un débat autour ou d'adresser tout doute que vous puissiez avoir sur nos positions et sur ce qu'il se passe au Venezuela. Merci beaucoup. Alors, du coup, Alejandro a déjà répondu à pas mal de questions. Peut-être une un peu plus personnelle. Comment ça va pour lui physiquement, sa sécurité et comment vont ses amis militants? Comment ça se passe maintenant concrètement la vie de tous les jours en tant que militant de l'opposition? Alejandro, una pregunta para ti. Ya has contestado varias preguntas y antes que nada te queremos agradecer hoy día por tu participación. La pregunta que se hace ahora es ¿cómo estás en tu seguridad física? ¿Cómo van tus amigos activistas? ¿Qué nos puedes comentar a propósito de cómo va el movimiento allá? Ok, como Partido Nuevo en Venezuela, hemos sido de los pocos que con posición centro hemos conquistado espacio de poder. En tant que nouveau parti, on fait partie justement des peu de partis qui
positionnés au centre ont réussi à conquérir une portion du pouvoir. Suis-je le seul à ne plus rien entendre? Non, non, c'est... On a perdu Alejandro? Okay. Ouais. Ah, c'est bon, il revient. Sinon, peut-être juste lui dire de couper tout le temps la vidéo parce que je pense que ça fait peut-être bugger. C'est un peu plus désagréable de juste entendre quelqu'un, mais... Ça aide pour la traduction aussi de voir la personne parler. Ah mince, ouais, ok. J'avais pas pris ça en compte. No pondré la cámara para Ah mejorar bah, la bon, bah, conexión. bon courage. Bon courage les traducteurs. Vale, il a dit du coup qu'il mettrait pas la caméra pour sauvegarder la connexion. Vale, Alejandro. Vale, entonces explicaba esto porque el gobierno de un firmazo acaba de crear un partido verde para hacernos contrapeso en Venezuela. Es la primera vez que tenemos compañeros detenidos, esto a raíz de solamente declarar después de las elecciones. Tenemos a 2 miembros del partido de la zona sur de Venezuela, lamentablemente detenidos desde hace 60 días y no manejamos ninguna información de ellos. No tienen acceso a sus abogados, no tienen acceso a la familia y es parte de lo que me gusta explicarle a mis compañeros que se identifican con fuerzas progresistas, pero que a veces no entienden qué es lo que sucede en Venezuela. Alors, Alejandro expliquait cela car le gouvernement tout d'un coup décidait de créer un parti vert pour leur faire contrepoids au Venezuela. Et que du coup, c'est la première fois qu'ils ont des amis qui ont été détenus uniquement sur la base de leur réaction aux dernières élections, notamment dans le sud du Venezuela, et qui sont maintenant arrêtés depuis à peu près 60 jours. Ils ne savent rien sur eux, ils n'ont pas d'avocat, ils n'ont pas de ils n'ont pas de contact avec leur famille, et c'est qu'ils s'efforcent d'expliquer à tous les amis qui s'identifient comme progressistes et veulent comprendre ce qu'il se passe au Venezuela. Lamentablemente el gobierno de Maduro se coloca una capa de progresismo, pero en la actuación democrática está muy alejado de lo que es el día a día en cualquier país democrático del mundo. Malheureusement, le gouvernement de Maduro se met une cape, se revêt une cape de progressisme, mais dans l'action démocratique concrète est très éloigné de ce qu'est le quotidien d'un autre État dans le monde. Estamos bajo situaciones de presiones, pero no perdemos la esperanza que con el diálogo pudieran mejorar las situaciones de nuestro compañero y el clima político en nuestro país. Nous sommes sous pression, mais on ne perd pas espoir qu'avec le dialogue et la situation de nos amis, qu'avec le dialogue, pardon, la situation de nos amis et de notre pays s'améliore. Ok, merci beaucoup. Est-ce que Alejandro peut nous dire quelques mots du taux de pauvreté, tant depuis le début du mandat de Maduro? Alors, je ne sais pas si, enfin, sans chiffre précis, mais peut-être nous donner une évolution et du nombre d'exilés aussi de la diaspora vénézuélienne, qui est, je le crois, une des plus importantes au monde. Alejandro, antes que nada, muchas gracias nuevamente. Y Pauline, quisiera preguntarte, quisiera saber si nos puede decir algo sobre la tasa de pobreza desde que comenzó el régimen de Maduro, quizás algo también sobre la cantidad el volumen de exiliados, que han partido de Venezuela, dado que la diáspora venezolana
si no nos equivocamos, es una de las más importantes que hay en este momento. La presión, les personnes ont l'impression Marcel, que Sí, totalmente cierto. Venezuela se pasó a estar entre los 3 primeros países en diáspora. Estamos hablando que las cifras, según Naciones Unidas, están cercanas a los 8 millones de venezolanos que lamentablemente, por la crisis política, la crisis económica y la crisis humanitaria, han tenido que salir de nuestras fronteras a emprender vida en otros países. Conducta que jamás ha existido en el venezolano. Nosotros siempre hemos sido un país receptor de migración y no lo que estamos viviendo en este momento. Pero las cifras son cercanas a los 8 millones, específicamente de junio de este año, del 2024, de las Naciones Unidas. Alejandro confirme le point par rapport à la diaspora qui est absolument vrai. Aujourd'hui, le Venezuela est dans les 3 premiers pays en termes de diaspora. D'après les Nations Unies, c'est environ 8 millions de Vénézuéliens qui, que ce soit à cause de la crise politique, économique et ou humanitaire, ont dû partir du pays pour aller vivre à l'étranger. Et ça, c'est pas un modus operandi habituel pour un pays qui d'habitude accueille des personnes. Il a précisé que le chiffre qu'il a donné, les 8 millions de Vénézuéliens partis, c'est un chiffre de juin 2024 des Nations Unies. Y con el nivel per cápita, hablando de la economía, hace 20 años éramos de los países más sólidos de Sudamérica, a nivel per cápita y a nivel de pobreza también. Y lamentablemente en la actualidad, con los datos de ACNUR, de las Naciones Unidas, para febrero de este año, ellos calculan un 82% de pobreza y un 53% de pobreza extrema. Estamos hablando de cada 10 familias, 8 están ya en el margen de la pobreza y 5 en pobreza extrema. Confirmando las cifras, 8 de cada 10 en pobreza y 5 de ellos en pobreza extrema. Correcto, 82% de pobreza y 53% de pobreza extrema. Ok, gracias. Alejandro précise du coup qu'avec le niveau per capita, si on regarde le PIB per capita, il y a 20 ans, le Venezuela faisait partie des pays les plus solides d'Amérique latine, et de même au niveau en ce qui concerne la pauvreté, mais que désormais, les Nations Unies calculent qu'il y a environ 8 Vénézuéliens sur 10 qui sont en situation de pauvreté, dont 53% en pauvreté extrême. Ok, merci beaucoup pour ces infos et ces chiffres tragiques. Peut-être finir rapidement pour qu'on ait vraiment le temps d'écouter Sabrina aussi sur les combats environnementaux de la région et leur lien avec les autres partis verts en Amérique latine. Okay. Nuevamente te agradecemos y observamos la dimensión trágica de las cifras que estás compartiendo. Pauline, quería preguntarte si nos podías comentar algo a propósito de las peleas ambientales que hay actualmente en la región y cómo se conectan, cuál es su lazo con otras peleas ambientales que pueden haber más allá de las fronteras de Venezuela. Una de las empresas más eficientes de petróleo, de proyectos extractivistas en el mundo, era PDVSA, la de Venezuela. Producía sobre los 3 millones de barriles diarios. Para ayudarte con la traducción, voy por parte. Okay. Non, vale, pardon. Te traduzco, pensé que ibas a continuar. Une des entreprises les plus efficaces de pétrole, c'est des entreprises du Venezuela qui produisaient plus de 3 millions de barils par jour. A pesar de ser un procedimiento extractivista de crudo, respetaba las normativas ambientales. Perdón, ¿me lo puedes repetir? Ok, a pesar de ser una empresa que se dedicaba al tema de extracción petrolera, que nosotros nos oponemos, respetaba en cierto punto las normativas ambientales de mi país. Okay. Bien que cette entreprise faisait de l'extraction pétrolière, à quoi il s'oppose, ça restait nonobstant une entreprise qui respectait un certain nombre de normes environnementales vénézuéliennes.
Desde que asumió las riendas el gobierno de Chávez Maduro, se han multiplicado por 20 los derrames petroleros en nuestro país. Depuis que Chavez Maduro ont pris les rênes du pouvoir, il y a eu 20 fois plus de derrames et de déversements pétroliers dans le pays, D'accidents de fuite. d'accidents de fuite. Merci. Y el mayor ecocidio y etnocidio que se desarrolla en el mundo es en el sur de Venezuela, en la Amazonia venezolana, con un proyecto ilegal que se llama Arco Minero del Orinoco, impulsado por Maduro, en el gobierno de Maduro. ¿Me puedes repetir arco minero Del Orinoco. del Orinoco? Okay. Et le plus grand écocide et ethnocide en cours, il a lieu en ce moment dans le sud du Venezuela, en Amazonie. C'est un projet qui s'appelle Arc minier de Orinoco et qui est porté par le gouvernement Maduro. No manejamos cifras, pero se hablan que son más de 60 transnacionales mineras que trabajan en el sur de Venezuela y lamentablemente algunas son europeas. Et on n'a pas de chiffres là-dessus, mais on pense qu'il y a plus de 60 transnationales minières qui travaillent sur ce site et malheureusement certaines d'entre elles sont européennes. Venezuela otorgó el 12% de su territorio, estamos hablando de casi 112.000 kilómetros cuadrados a estas transnacionales, donde tenemos parques nacionales, reservas forestales, monumentos naturales, en la cual los están destrozando por completo. Le Venezuela a donné 12% de son territoire, ce qui représente à peu près 112 000 km² à ces entreprises transnationales et dans des territoires qui sont au cœur de sanctuaires naturels, de parcs, de forêts et qui toutes sont en train d'être détruites par le projet, d'être rasées. Esto ha ocasionado que más de 20.000 indígenas originarios, pemones, se llama la etnia pemones, se hayan tenido que desplazar a Brasil por la violencia que ahora se vive en el sur de Venezuela. À cause de ceci, des indigènes autochtones du sud du Venezuela, les Pemones, sont partis au Brésil pour fuir la violence. Son dos de los principales problemas de los muchos que estamos viviendo en Venezuela de carácter ambiental. Ça, c'est juste deux des nombreux problèmes qu'ils ont de nature environnementale au Venezuela. Por eso, para los verdes, no solamente de Venezuela, sino del mundo, es fundamental que existan democracias sólidas y fuertes para que la bandera ambiental pueda tener logros y victorias. C'est pour ça que pour les Verts du Venezuela et du monde, il est fondamental qu'il y ait des démocraties fortes et solides pour pouvoir porter le drapeau de l'environnement et des batailles environnementales. Bah, merci beaucoup, ça fait une transition parfaite avec les Verts côté français et je laisse Françoise prendre la relève pour interroger notre chère Sabrina. Muchas gracias, Alejandro. Perfecto, de nada. T'as ton micro coupé, Françoise. Oui, bonsoir Sabrina. Et donc, on avait prévu quelques questions avec Pauline, comme celles qui ont été posées. Donc, la première question, c'est quelle a été la position de la France, puisque tu fais partie de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée, où tu as été réélu après la dissolution. Et quelle a été la position du gouvernement français et éventuellement de la Commission si elle a eu le temps de se réunir, ou est-ce qu'il y a eu des discussions sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire sur l'élection carrément frauduleuse de Nicolas Maduro?
Euh, alors, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que tu préfères qu'on fasse la traduction de la question avant que je réponde ou est-ce que je Ah, réponds et on traduit tout? comme, je sais pas, qu'est-ce que... Christian, qu'est-ce qui est le plus simple? Bah, traduire en temps réel, c'est toujours plus simple. Bon, d'accord. Ok. Eh, donc, je vais traduire du coup pour contextualiser pour nos amis hispanophones. Voy a traducir la pregunta que se acaba de hacer para todos los amigos que solo hablan castellano ahora. Y luego la pregunta va a ser contestada y traduciré la respuesta. La pregunta que acaban de plantear es la primera de una serie que han preparado y querían saber cuál fue la posición de Francia, del gobierno y de la comisión a la cual pertenece Sabrina, a propósito de la elección fraudulenta de Maduro. Alors, du coup, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'organisation de ce temps d'échange. Euh, Ce que je peux vous dire de la position française, malheureusement, c'est que en fait, la Commission des Affaires étrangères n'a pas beaucoup travaillé cet été, même si on a beaucoup parlé du Venezuela depuis l'élection de Maduro en juillet. Elle n'a pas travaillé pour plusieurs raisons. D'abord parce que, vous le savez, on avait un gouvernement démissionnaire où c'était extrêmement compliqué d'aborder les questions, y compris internationales, mais aussi parce que le président de la Commission des Affaires étrangères était lui-même un ministre démissionnaire. Ça rendait les choses extrêmement compliquées puisque la commission est censée contrôler l'action du gouvernement et donc l'action du ministère. Peut-être je m'arrête pour la traduction et puis je continuerai ensuite. Sí. Sabrina, primero que nada, agradece mucho esta discusión y precisó que la Comisión de Asuntos Externos del Parlamento francés no pudo trabajar mucho este verano, a pesar de que hablaron mucho de Venezuela y de la elección de Maduro. Esta ausencia de trabajo tenía que ver directamente con la ausencia del gobierno aquí en Francia. Me imagino que nuestros amigos hispanohablantes están al tanto del contexto. Y más aún, fue aún más difícil trabajar para la comisión, dado que el presidente de dicha Comisión de Asuntos Externos era un miembro del gobierno que estaba saliendo y que justamente el trabajo de esta comisión es controlar la acción gubernamental. Entonces había ahí un tema que tuvo que esperar que haya un nuevo gobierno para que se resuelva. Alors, par contre, ce qui est certain, c'est que, il y a eu de sérieux doutes quant à la véracité des résultats qui ont été annoncés sur les élections. Et alors, même si aucun pays n'a explicitement accusé Maduro d'avoir falsifié les résultats, en tout cas en France, que ce soit par la position d'Emmanuel Macron ou au niveau de l'Union européenne, les autorités en fait ont appelé justement les autorités vénézuéliennes à publier les procès-verbaux des bureaux de vote afin de garantir l'intégrité du processus électoral. Plus, je pense que ça a été dit à plusieurs reprises, répondre à l'aspiration du peuple vénézuélien d'avoir une élection transparente, puisqu'aujourd'hui, on n'a toujours pas la publication de ces fameux procès-verbaux, donc c'est très difficile de savoir exactement ce qu'il en est des résultats, même si on ne dit pas que Maduro n'a pas gagné, mais on dit que aujourd'hui, nous ne pouvons pas prouver qu'il l'a gagné. No obstante, mencionó Sabrina, hubieron muchas dudas sobre los resultados de las elecciones. Observa que ningún país contestó los resultados de las elecciones de manera oficial, pero subrayó que Francia y otras autoridades europeas presionaron para que se publiquen los informes, los resultados de las mesas electorales, justamente para transparentar el resultado de las elecciones y eso lleva a las actas de las reuniones y la consecuencia, digamos, de estas acciones es que no sabemos oficialmente, se reconoce que no se sabe si Nicolás Maduro ganó o no, pero no se puede demostrar que haya ganado. Et peut-être juste pour préciser aussi, il y a une différence, y compris aussi avec les États-Unis, parce que l'Union européenne, par exemple, n'a pas reconnu formellement la victoire de l'opposant González Urrutia, alors que les États-Unis l'ont fait. Merci Sabrina. Et donc, Et juste moi je vais traduire cette fin de réponse.
Pablo, merci. Menciona, por último, para concluir, que hay una diferencia mayor también entre Estados Unidos y la Unión Europea. Esta última no reconoció formalmente la victoria del oponente Gonzalo Urrutia durante las últimas elecciones. Y ahora vamos a pasar a la próxima pregunta. Si, donc, Sabrina, merci pour ces réponses. Et la question suivante, c'est effectivement quelle a été la position des écologistes par rapport à cette fraude manifeste, surtout qu'il y a eu quelques polémiques autour dans certains partis progressistes qui étaient en... Je m'arrête là. La pregunta ahora es, ¿cuál fue la posición de los ecologistas franceses frente a este fraude evidente? Alors, sur la position des écologistes, pour le coup, on peut vraiment saluer le travail de la commission transnationale qui a fait plusieurs communiqués de presse dès l'élection, dès le mois de juillet, donc avec des positions très fermes, parce que on est bien conscient d'abord qu'il y a eu, par exemple, beaucoup d'obstacles à la tenue des élections. Typiquement, on a des candidats qui n'ont pas pu se présenter, il y a eu des problèmes administratifs, il y a eu des empêchements de certains candidats de pouvoir participer à l'élection. Il n'y a pas eu de possibilité d'avoir une mission d'observation pour voir le déroulement des élections, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui ressort quand même globalement, c'est qu'il y a une absence de respect des normes internationales, et ça a été dit par les écologistes en France, ce qui fait qu'on ne peut pas considérer aujourd'hui cette élection comme étant démocratique. Enfin, je reprends vraiment les mots, notamment des communiqués de presse de la commission transnationale. Donc les écologistes ont eu une position assez claire en réalité sur ce qui s'est passé lors de cette élection, en disant que, eh bien, aujourd'hui, on ne peut pas garantir d'abord que Maduro a été élu de manière démocratique, puisque le déroulement des élections a été compliqué. Et par ailleurs, nous ne pouvons pas dire que nous avons une publication stricte des PV des élections, et donc de pouvoir certifier de la victoire de Maduro aujourd'hui au Venezuela. Donc il y a les écologistes, peut-être que contrairement à d'autres, nous avons eu une position qui va dans le sens de la démocratie, du respect, en tout cas du déroulement et du processus électoral. Sabrina primero saluda el trabajo de la Comisión Transnacional, que hizo muchos comunicados de prensa muy claros en su posicionamiento. Se sabe que hubieron muchos obstáculos durante las elecciones, que hay candidatos que no pudieron presentarse, que hubieron problemas administrativos, que no fue posible tener una misión que pueda observar el proceso electoral y muchas otras cosas más. Todo esto significa que no hubo respeto de las normas internacionales habituales en este contexto. Saluda, por ende, la posición clara que tuvieron los ecologistas y que, repite, fundamentalmente concluye que no se puede garantizar que Nicolás Maduro fue electo de manera democrática, no se puede certificar que ganó las elecciones. Ouais, je précise aussi que Alejandro tout à l'heure a parlé de l'exil des Vénézuéliens, et c'est vrai que dans les prises de position des écologistes, on fait le lien aussi entre la crise sociale et économique et l'exil massif qui a été fait, et explicitement aussi sur la question des hydrocarbures et le fait que on sait bien que dans les grands pays pétroliers, alors les écologistes utilisent le terme de malédiction des hydrocarbures, et là en l'occurrence c'est le cas, puisque ça ne profite jamais aux citoyens, mais plutôt aux grandes entreprises qui bénéficient de tout ça. Donc il y a eu un enfin tous les services publics ont été rognés, les salaires, etc., ce qui a provoqué effectivement de l'exil, une crise donc sociale qui s'ajoute à une crise économique qui a aussi construit cette défiance vis-à-vis de Maduro, avec un taux de participation qui n'était pas si élevé que ça, y compris un résultat, même si on n'a pas les PV, qui n'est pas non plus extraordinaire pour Maduro. Donc on voit bien la difficulté aujourd'hui dans laquelle se trouve le pays. J'ai un petit peu raté la fin, je vais faire de mon mieux pour traduire le reste. Se habló antes también del exilio y Sabrina mencionó acá que en las posiciones justamente de los ecologistas se conyugan el exilio y la crisis económica. Hablando también de los hidrocarburos, mencionó que los ecologistas tienden a hablar de la maldición de los hidrocarburos, ya que nunca benefician al final del día a los ciudadanos de los productos petroleros. Los servicios públicos, la baja de los servicios públicos engendró una crisis social que llevó a muchos efectos negativos, reforzando en su vez la crisis económica y el fenómeno de exilio que se observó.
Merci. Agradable conversar con Sabrina y saber que está tan clara de lo que está pasando en Venezuela. Très agréable de parler avec Sabrina et d'entendre qu'elle est aussi au courant de ce qui se passe au Venezuela. Merci. Merci. Donc, effectivement, nous avons travaillé sur un communiqué. Voilà. Et alors là, la question, ce serait qu'est-ce qu'il se passe à l'Assemblée en général, toi qui as fait déjà un mandat, à la Commission des Affaires étrangères et donc à l'Assemblée française, sur l'Amérique latine. Est-ce qu'il y a on sait que effectivement il y a le Mercosur, il y a des essais de contrats bilatéraux d'accords bilatéraux avec le Chili, etc. Donc où est-ce qu'on en est à ce niveau-là et en particulier quand on sait, comme tu le disais d'ailleurs, que là aussi les accords ne sont pas, et c'est ce que disait Alejandro aussi, les accords ne sont jamais en faveur des populations. Je traduis la question. La próxima pregunta tiene que ver con lo que está pasando ahora en la Asamblea Francesa a propósito de América Latina. Se habla del Mercosur, hay ensayos de acuerdos bilaterales con Chile. ¿En qué vamos? Más aún cuando se sabe que estos acuerdos en general no se hacen a beneficio de la gente más humilde. Oui, alors effectivement, sur la question de l'Amérique latine plus globalement, j'avoue que c'est un sujet qui est très peu traité à la Commission des Affaires étrangères. C'est pas les sujets qui manquent, mais c'est plus le fait que il y a eu beaucoup de discussions, mais autour des crises, on va dire des conflits aujourd'hui qui traversent le monde. Donc c'est vrai qu'on a eu un gros travail sur l'Ukraine et la Russie. On a eu un gros bloc sur le conflit israélo-palestinien, beaucoup sur l'Europe. Mais c'est vrai que la question de l'Amérique latine a pas souvent été abordée, même si on a travaillé effectivement sur l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Enfin, je laisse traduire. Efectivamente, sobre América Latina, de manera más global, se ha hablado poco en la comisión a la cual pertenece Sabrina. Y esto no es por falta de tópicos, por falta de temas, pero más bien porque se ha estado hablando mucho de los conflictos actuales en el mundo, Ucrania y Rusia en primer lugar, Israel y Palestina, lo cual lleva a que se ha hablado poco de América Latina fuera del acuerdo que se está discutiendo entre el Mercosur y la Unión Europea. Alors, néanmoins, il y a quand même eu, alors sur le Mercosur, il y a une résolution qui a été adoptée en juin 2023. Et cette résolution, en fait, elle invite le gouvernement à conditionner l'accès au marché européen au respect des normes de production européenne. Donc, c'était aussi une manière voilà, de niveler un peu par le haut tout ce qui est normes pour la concurrence en réalité sur l'entrée du marché européen. Et nous avons aussi des députés qui travaillent sur les questions. Je pense à une de nos collègues qui est notamment la députée des Français de l'étranger sur la zone Amérique latine, donc Éléonore Carrois, qui dépose une résolution. Alors, elle vient de la déposer, elle est en cours de signature, qui justement demande la publication intégrale des résultats électoraux, le respect du vote vénézuélien et le rétablissement de l'état des droits au Venezuela. Elle s'appuie notamment sur les déclarations de plusieurs États qui sont à proximité, je pense au Brésil, au Chili, à la Colombie ou au Mexique, qui ont fait la même demande de la publication de ces PV. Et donc, cette résolution est en cours de signature pour être déposée et débattue à l'Assemblée nationale. Okay. No obstante, a propósito del Mercosur, hay una resolución que se adoptó en junio del 2023 en la Asamblea Nacional y que invita al gobierno francés a condicionar el acceso al mercado europeo al respeto de las normas europeas. Es una manera de nivelar por arriba este tema del acuerdo de libre mercado. Hay también diputados que han estado trabajando sobre esto, en particular Éléonore Carrois, diputada de los franceses al extranjero de la circunscripción de América Latina, que en particular pidió que se respete el voto, que se respete el Estado de Derecho en Venezuela y que se publiquen los resultados de las elecciones. Et en février 2024, il y a une résolution qui a été déposée également qui vise à défendre le respect des droits humains au Nicaragua. Et donc, cette résolution, elle dénonce entre autres
les multiples atteintes à la liberté d'expression, de la presse et du régime, ou encore la répression des opposants politiques. Y en febrero de 2024 hay una resolución también que pasó, que tiene por objetivo defender los derechos humanos en Nicaragua y que denuncia temas que tienen que ver con la represión de la prensa, de los oponentes políticos y etcétera. Sí, fortaleciendo lo que dice Sabrina, el gobierno venezolano ha sentido la presión contundente del bloque progresista, tanto así que los delegados de Venezuela ante el Parla Sur fueron suspendidos. Nosotros ya no tenemos actuación en el Parla Sur a nivel ni del Ejecutivo ni del Legislativo. Estamos suspendidos porque los países que lideriza Brasil no aceptan la manera de cómo se hace la política del gobierno de Maduro en Venezuela. Alejandro est intervenu pour renforcer ce que tu disais, Sabrina, en mentionnant notamment que le gouvernement du Venezuela a senti la pression du bloc progressiste de manière tangible, tant et si bien que les délégués du Venezuela au Parlasur ont été suspendus et n'ont plus de voix, du coup, et que parce que les pays n'acceptent pas la manière dont la politique se fait au sein du gouvernement Maduro, son pays membre, notamment le Brésil. Mm. Y el bloque de Petro y Lula, más sacando a México, pero Petro y Lula no reconocen a Maduro hasta que no publique las actas, que no va a poder publicar. Et il ajoute que le bloc Petro-Lula ne reconnaîtront pas ou ne reconnaîtront pas Maduro jusqu'à ce qu'il publie les PV. Oui, ça, effectivement, on a vu les différentes déclarations des pays, hein, y compris, je pense que je l'ai dit, hein, le Brésil, le Mexique, et il y en a d'autres, effectivement, qui demandent la publication de ces PV avant de reconnaître la victoire de Maduro. Claro, y Sabrina confirma que vieron las declaraciones de los países Brasil, México, entre otros, que piden las actas antes de reconocer a Maduro como vencedor. Juste peut-être pour terminer sur... vas-y, Alejandro. Adelante, Alejandro. No, que me gustaría que sepan que a pesar de que el gobierno venezolano ya no es mayoría, representa una fuerza importante en nuestro país, en Venezuela. Estamos hablando que está por el orden del 30 al 35% de los venezolanos y es una fuerza determinante porque son una minoría organizada y la desventaja de nosotros es que ellos destrozaron el Estado de Derecho y controlan la violencia. ¿Qué es controlar la violencia? Controlar a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas policiales. Y no hay marcha posible que se pueda hacer que no sea el resultado final, presos, exiliados, torturados, muertos, y lamentablemente es una ruta que hemos transitado los últimos 15 años y ya desde la oposición no estamos dispuestos a sacrificar más a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros, sin que pase absolutamente nada, que siempre es el resultado final. Alejandro a ajouté qu'il aimerait que nous sachions que malgré une absence de majorité du gouvernement au Venezuela, il représente tout de même une force majeure, 30 à 35% de la population, selon ses estimations. C'est une minorité qui est organisée, une force conséquente qui a détruit l'état de droit et contrôle la violence aujourd'hui, notamment la police et l'armée. Ainsi, il n'est pas possible de faire de manifestations qui ne mènent pas à des arrestations, à des morts, à des disparus, etc. Et que du coup, du point de vue de l'opposition, ils ne veulent plus aujourd'hui sacrifier leurs amis, leurs frères, leurs familles, sans qu'il ne se passe rien. Y fortaleciendo lo que estoy diciendo, hablando como un venezolano y no como un político, las fuerzas en este momento están relativamente equilibradas y una confrontación solo va a traer sangre. Nosotros desde el Partido Verde de Venezuela apostamos a la negociación, a una transición que permita una gobernancia y una gobernabilidad hasta que hayan elecciones justas, sea en un plazo de 3 o de 6 años.
pero sí es posible construirlo con actores internacionales como Lula, como Petro, que presionen y podamos obtener este resultado que anhelamos los venezolanos y nuestros casi 8 millones de venezolanos que están afuera regresen a casa. Renforçant, pardon, il y a traducir en castellano. Renforçant ce qu'il vient de dire, Alejandro mentionne que ce qu'il a dit, il le dit en tant que Vénézuélien et non pas en tant qu'élu, non pas en tant que représentant politique. Il trouve que les forces en ce moment sont assez équilibrées et pense qu'une confrontation aujourd'hui ne ferait que mener à du sang versé. Il souhaite, les Verts souhaitent une transition, qu'il y ait une gouvernance et une gouvernabilité qui progressivement mèneront à quelque chose de juste, que cela prenne le temps que cela prendra. J'ai entendu, mais la connexion est un petit peu coupée, j'ai entendu qu'il a mentionné 10 ou 13 ans si besoin, et qu'entre-temps, il s'agit de continuer à faire. Alors, je suis pas sûr de ces dates, de cette temporalité-là, mais en tout cas, il a mentionné continuer à faire pression afin que, in fine, les exilés puissent également rentrer au Venezuela. Merci beaucoup. On va peut-être passer aux questions. J'en ai une ou deux pour commencer, si ça t'ennuie pas, Pauline. Il y en a plein dans le chat. Si on peut juste, si tu veux bien retraduire, Christiane, de faire des réponses courtes, si possible, parce qu'il y a plein de questions et on a tous envie d'entendre toutes ces réponses. Merci. No, Vamos a... Perdón, yo traducir. Vamos a pasar a las sí. preguntas. Hay varias preguntas en el chat, las voy a traducir y nuevamente Pauline pide si podemos hacer respuestas cortas para a la vez poder cubrir todas las preguntas y que yo pueda traducirlas de manera directa. Alors, du coup, Pauline, pardon, François, si tu voulais parler, oui, parce que sur Sabrina, parce que je voulais profiter là justement, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité pour les élus du nouveau Front populaire ou des écologistes de faire quelque chose par rapport aux détenus, par rapport aux prisonniers dont a parlé Alejandro et dont la famille et personne n'a de nouvelles? C'est une première question, c'est une question. Je ne sais pas s'il y a une possibilité. On doit avoir un ambassadeur, j'imagine. Enfin bon, je ne sais pas comment ça. Il y a des choses possibles à ce niveau-là. Voilà. François pregunta a Sabrina si habría alguna posibilidad por el lado de los verdes, del nuevo Frente Popular francés y de los electos, de los diputados que fueron electos, para hacer algo a propósito de los detenidos que mencionaste, Alejandro. Quizá hay un embajador, algo no está segura, pero hace la pregunta a Sabrina. Écoute, justement, François, je me posais la question, je me disais, j'allais demander à Alejandro comment est-ce qu'on pouvait les aider justement pour les opposants qui sont là-bas et qui sont en difficulté parce qu'ils sont engagés et qui sont en tout cas aujourd'hui identifiés comme étant des opposants au régime. Comment est-ce que justement on pouvait leur apporter une aide, que ce soit par les consulats, enfin, tout ce qui est décentralisé au niveau du Venezuela ou même ici. Mais je pense que déjà avec des prises de position politiques assez claires et notamment avec la résolution qui va arriver, je pense que ça peut aussi aider à faire une forme de pression. Si toute la communauté internationale s'y met en même temps, je pense que ça peut aussi aider l'opposition à être peut-être un peu plus tranquillisée par Maduro et son équipe. Mais ça sera intéressant de savoir comment eux, ils estiment qu'on peut les aider. Sabrina reaccionó a la pregunta de François diciendo que justamente ella se estaba preguntando lo mismo, lo cual se transformó en una pregunta para ti, Alejandro. ¿Cómo podemos ayudar, en particular en cuanto a los oponentes al régimen, en particular en cuanto a ese tema? Quizá a través de los consulados, quizás desde acá, no está segura. Piensa, por supuesto, que con tomas de posición claras pueden participar a la presión, pero se interroga sobre qué otros medios podrían existir. Este es un camino nuevo para nosotros. El gobierno anhela reconocimiento internacional o contactos con actores internacionales. Ellos tienen una presunción que todo dirigente que esté vinculado con el progresismo en el mundo debería apoyarlos a ellos. Nosotros, más que pedir declaraciones públicas que golpeen al gobierno y digan que es dictatorial, cosa que es cierta,
necesitamos construir un mecanismo de hacer puentes y no dinamitarlos. Eso significa que si nuestra fracción parlamentaria en Francia es progresista, pudiéramos fortalecer los canales de comunicación con el gobierno de Venezuela y buscar un mecanismo que desconozco, que lo tenemos que crear para que, por cierto, Américo de Gracia es ciudadano europeo, tiene pasaporte italiano y pasaporte venezolano, uno de nuestros compañeros detenidos, y el otro compañero es de origen inglés, chancedor. Hay vínculos que también nos ayudan a fortalecer una intervención de fuerzas progresistas para que lo antes posible sean liberados nuestros compañeros. Alejandro a dit que c'est un chemin nouveau qu'ils sont en train d'emprunter. Le gouvernement aujourd'hui veut de la reconnaissance internationale. Il pense que le gouvernement estime que tout dirigeant lié de près ou de loin aux valeurs progressistes devrait les aider. Et du coup, eux, plus encore que des déclarations publiques qui viendraient taper sur le gouvernement et le qualifier de dictature, ce qui est vrai, c'est une dictature, plus que cependant qu'aller taper sur le gouvernement, ils ont besoin de créer des ponts et non de les dynamiter. Si notre faction, nous les Verts ici en Europe, parlementaire et progressiste, pour eux ça veut dire renforcer les liens avec le gouvernement, chercher un mécanisme dont lui en tout cas ignore les ressorts. Il mentionne entre autres qu'un des détenus est un double citoyen vénézuélien et européen, qu'un autre est d'origine anglaise, et que donc il y a sans doute un espace à trouver pour établir une coalition des forces progressistes afin que les compagnons soient libérés. Merci beaucoup. Axel, est-ce que tu veux poser ta question et après on va peut-être passer à toutes celles du chat aussi? Oui, je peux la poser en espagnol et Christian traduit en français. Como quieres. Bueno, muchas gracias por este intercambio, Alejandro. Me presento rápidamente. Soy Axel Dumont, soy colaborador parlamentario del senador Yannick Jadot, que fue nuestro candidato a la elección presidencial en 2022, y de hecho soy también franco-venezolano del lado de mi madre. Para ser claro, mi familia, yo siempre fuimos opositores, y en la última elección seguimos sosteniendo yo políticamente a María Corina Machado y al reconocimiento de Mundo González. Usted habló de una posición que el Partido Verde venezolano se había puesto en una posición central, que le había permitido de arraigar poder. Me gustaría comprender qué es esa posición central y qué poder usted ganó en ese régimen autoritario, en términos de diputados, de fuerza, de militante, para comprender bien la posición de vuestra posición. Y la otra pregunta, pero esta vez para nuestra diputada Sabrina, donc je la fais en français, Sabrina, tu parlais de la position de la France et des Verts. Pierre l'a mis tout à l'heure, le Parlement européen, certes, sur initiative de la droite européenne, mais d'autres parlements, notamment sud-américains, sous initiative d'ailleurs de la gauche, ont reconnu Edmundo González. Les PV qu'a montré l'opposition sont de plus en plus validés, notamment par le Centre Carter, qui était un des rares observateurs internationaux invités sous l'initiative du régime. Est-ce que cela peut faire changer aujourd'hui la position de la Commission des Affaires étrangères et donc de la France? Voilà. Mais je laisse Christian, parce que je m'excuse, j'ai été long. Ok. Ceci va être une double traduction. Esto va a ser una doble traducción. D'abord en français, donc pour la question qui a été posée en espagnol. Axel remercie les intervenants pour leur échange. S'est présenté, collaborateur parlementaire de Yannick Jadot, et franco-vénézuélien, dont la famille a toujours été dans l'opposition. Il a posé une question, donc il a, pardon, il a entendu
que les Verts avaient adopté aujourd'hui une opposition centrale qui leur avait permis de gagner du pouvoir au Venezuela. Mais qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qu'ils ont gagné par là? Et donc Alejandro va commenter cette question dans un instant. La deuxième question était pour la députée, notre députée, Sabrina. La segunda pregunta que hizo Axel era para nuestra diputada francesa, Sabrina, y esta la voy a traducir en castellano. Axel le preguntó a Sabrina a propósito de la posición de Francia y de los Verdes. Observó que el Parlamento Europeo, sobre iniciativa de la derecha europea y otros parlamentos sudamericanos también reconocieron a González. Hay varias actas de reuniones que han sido variadas en ese sentido y se pregunta si esto es algo que podría hacer que la posición de la Comisión de Asuntos Externos y de Francia también. Ok, creo que voy yo. Sí. Mi respuesta está vinculada también con la pregunta de Sabrina, porque los países que originalmente, muy buenas preguntas, Axel, los países que originalmente en América reconocieron al compañero González Urrutia como el presidente, inmediatamente cambiaron su discurso en menos de 7 días y ahora dicen que lo que no reconocen es la victoria de Maduro. Presumo que hay un juego político que desconocemos, Axel, a nivel de América, tanto como Chile, como Brasil, como Colombia, no reconocen a Maduro hasta que muestren las actas, Costa Rica también, cuando inicialmente por lo menos Chile y Costa Rica manifestaban que sí lo reconocían como presidente, e inclusive nos sorprendió la declaración de Estados Unidos que decía que no reconoce el mundo de Urrutia, pero que conoce a Maduro como ganador. Entonces, te la tenía que contestar y disculpe que Sabrina se lo haya contestado parcialmente. Y ahora voy para la posición del partido, luego que Cristian pueda hacer esta traducción. Alejandro a précisé que sa réponse donc en fait est liée à la question qui a été posée à Sabrina, puisque les pays qui ont reconnu Urrutia comme président ont changé leur discours en moins de 7 jours et ont commencé à dire non plus qu'ils reconnaissaient la victoire, ont commencé à dire qu'ils ne reconnaissaient pas la victoire au lieu de reconnaître justement Urrutia comme vainqueur. Il y a sans doute là un jeu politique dont on ne sait pas tout. Il a notamment souligné les changements observés dans les positions chiliennes, costaricéennes et états-uniennes au cours de ce processus. Et il va compléter sa réponse dans un instant. Ahora voy para la segunda. Sí. Axel, voy a escribir mi número telefónico en el grupo por WhatsApp. Me gustaría conversar contigo porque es extremadamente largo la posición de Venezuela, de los Verdes de Venezuela. Haciéndote un resumen, el chavismo ha cometido errores que para nosotros son imperdonables en lo que es el respeto a la democracia y en la violación de derechos humanos, pero la oposición también lo ha hecho. La oposición tiene muchísimos actores que buscan los caminos cortos, que han promovido las sanciones a Venezuela. Mi región, yo vivo en el oriente, en Anzoátegui, que es una zona petrolera, se empobreció por completo luego de las sanciones, como venezolano pidiendo intervenciones militares, pidiendo y haciendo intervenciones que fueron bloqueadas por el gobierno, y esas cosas sí sucedieron. No lo declaramos públicamente, pero lo rechazamos. Somos actores de oposición, pero no de la oposición radical, que cuando agarra el sendero de la democracia, luego se aleja nuevamente hacia posiciones extremas, que nosotros no vamos a apostar y no estamos bajo ningún concepto de acuerdo con la ruta de la violencia. Yo más que nadie entiendo y comprendo el desespero y la frustración que tenemos porque no hemos podido conseguir el cambio de régimen, pero crear una Libia o crear una Palestina o una Ucrania en Sudamérica, específicamente en Venezuela, la rechazamos contundentemente. El camino de la sangre y de la violencia. Est-ce que c'est juste moi qui ai perdu Podemos Alejandro? saber cómo comienza, pero no cómo termina. Por eso nos desmarcamos porque no es que no reconozcamos el liderazgo, un fraude para nosotros como opositores.
Sí, Alejandro, lo siento, el final de tu respuesta se cortó un poco, pero creo que entendí lo que estabas mencionando. Si quieres lo puedes repetir o si no voy a... Tuvimos una mala experiencia. Sí, tuvimos una mala experiencia con Guaidó otorgando un cheque en blanco y eso no nos vuelve a pasar a nosotros, los ecologistas de Venezuela. No apostamos planes sin María Corina, nos guste como nos guste. Ella ya entrega frases como hasta el final, como... No, disculpa, sigue. Donc je vais traduire. Vous avez tous remarqué du coup qu'à la fin il y avait quelques sauts. Je vais essayer de compléter avec le contexte. Donc d'abord Axel, mais ça tu l'as compris, il va te donner son téléphone sur WhatsApp parce qu'il aimerait échanger. Il a mentionné que leurs positions sont larges, mais que long story short, pour la faire courte, Chavez a fait d'immenses erreurs, mais il reconnaît que l'opposition en a fait aussi. Il y en avait trop qui cherchaient des réponses courtes, qui allaient directement vers les sanctions, et il a pris l'exemple de sa propre région, qui s'est appauvrie à force d'être le terrain d'intervention militaire et de subir des sanctions internationales. Et voilà, tout ça s'est passé. Aujourd'hui, du coup, il souligne qu'il ne représente pas une opposition radicale qui, une fois ayant pris les devants sur la démocratie, qui une fois lancé sur les rails de la démocratie, chercherait à s'en écarter pour aller vers les extrêmes et la violence. Il comprend le désespoir et la frustration qu'il existe dans le pays en l'absence de changement de régime, mais pense que créer une nouvelle Palestine au Venezuela, c'est un no-go. C'est quelque chose qu'il rejette complètement. Le chemin du sang et de la violence, ce n'est pas le chemin. Ils ont eu une mauvaise expérience avec Guaido qui a donné un chèque en blanc et veulent justement avancer autrement. Est-ce que tu veux que je passe de mon côté du coup à la réponse? Ou d'ailleurs, ok. La question c'était les prises de position, c'est ça, des différents pays par rapport à la victoire ou pas? Alors, la question, je peux la reprendre si besoin. Il a été question du coup des Verts, de la position de la France et des Verts. Et donc la question concernait le fait que le Parlement européen, sur l'initiative de la droite européenne et d'autres parlements sud-américains, avait reconnu Urrutia, qui avait pas mal de PV qui avaient été validés, et donc s'interroger sur ça, si ça pourrait faire, ça pourrait mener à un changement de position de la Commission des Affaires étrangères et de la France. Alors, en fait, je te dirais que pour le moment, on n'en est pas du tout là, parce qu'en réalité, aujourd'hui, la position, c'est plutôt celle, d'ailleurs, qui est défendue dans le cadre de la résolution, hein, qui va être déposée sur la question de la publication intégrale des résultats électoraux, parce que, y compris, on voit bien qu'il y a des enjeux politiques sur qui reconnaît qui en tant que victorieux. Si on prend les États où il y a un populisme d'extrême droite qui aujourd'hui font avancer la question de la victoire de l'autre camp, il y a un intérêt politique et un jeu politique de ce côté-là. Et en même temps, de l'autre côté, en France, vous voyez bien qu'on n'a pas eu tous la même position sur la victoire ou pas de Maduro. Il y en a qui l'ont soutenu très fortement en disant c'est comme ça et pas autrement. Et à contrario, les écologistes, eux, ont demandé, sont plutôt passés du côté de la raison, on va dire, en demandant une transparence totale sur la publication des résultats électoraux pour pouvoir certifier, entre guillemets, c'est pas nous certifier, mais de pouvoir dire que effectivement Maduro avait gagné ces élections. L'idée, c'est pas tellement de dire qu'il n'a pas gagné, c'est ce que je disais au début. L'idée, c'est plutôt de dire que pour dire qu'il a gagné, et c'est qu'il doit publier les PV de ces fameuses élections. Donc, en réalité, aujourd'hui, on en est plutôt là de la discussion, c'est-à-dire qu'on est plutôt on demande la publication intégrale des résultats avant de pouvoir dire oui, Maduro a gagné. C'est plutôt ça, en fait, aujourd'hui, la position. A propósito de la pregunta que se le había hecho a Sabrina, que tenía que ver con la posición de la Comisión de Asuntos Externos y de Francia, mencionó que por ahora no estamos en una fase de cambiar de mensaje, que por ahora la posición es la de la resolución sobre la publicación integral de las actas. Quien reconoce a quién como vencedor observa que de un estado a otro, al fin del día, hay un juego político ahí en marcha.
Observa también que en Francia no todos tuvieron la misma posición a propósito de la victoria de Maduro. Encuentra que los ecologistas se mudaron en una fuerza razonable, pidiendo las actas y centrándose en el mensaje justamente que, según el cual no se puede certificar la victoria de Maduro. Y por ende piden la publicación integral de los resultados antes de decir que Maduro ganó o no. Et juste une remarque par rapport à ce que disait Alejandro sur la question de il y aura peut-être une période de transition, que ce soit 5, 10, 15 ans. Je trouve que c'est très intéressant parce que c'est vrai que beaucoup parlent de révolution quand il s'agit de prendre le pouvoir. Puis on voit bien l'exemple quand il dit non, on veut pas du tout que ça se termine dans le sang et les larmes. Je pense qu'il y a une expression qui résume assez bien cela, qui est souvent d'ailleurs utilisée par les Verts, qui est de dire la manière dont on prend le pouvoir détermine la manière dont on l'exerce. Et je pense qu'effectivement, c'est très important de dire qu'on travaille plutôt à prendre le pouvoir par une transition démocratique plutôt qu'à la prendre par la violence, parce que ça risque aussi de donner un pouvoir, malheureusement, qui ne pourra gouverner que par la violence. Sabrina agregó algo, Alejandro, en cuanto al periodo de transición que mencionaste y que encontró muy interesante, que sean 1, 2, 5, 10, 13 años, pero que encontró muy interesante esa idea porque observa que mucha gente habla de revolución, pero observa que fundamentalmente muy poca gente quiere que las cosas se terminen en sangre y llantos. Citó una expresión que se usa aquí en los círculos ecologistas, según la cual la manera en que se toma el poder determina cómo se ejerce el poder. Así que ella, desde su punto de vista, aprueba que se tome el poder a través de una transición, dado que de modo contrario una toma del poder por la violencia engendraría un gobierno de violencia. Totalmente de acuerdo con Sabrina. Nosotros le huimos a la violencia. No es el camino que queremos seguir y no solamente causaría un problema en Venezuela, sino en la región por completo. Merci beaucoup, muchas gracias Alejandro. Sabrina, même moi je peux traduire complètement d'accord avec toi. Merci beaucoup pour ces premières questions, Françoise et Axel. On va passer à celle du chat. Il y avait notamment la question de Philippe qui demandait quel aurait été le type de régime qu'aurait connu le pays si la victoire de l'opposition était advenue. ¿Qué tipo, esta es una pregunta para Alejandro, ¿cuál hubiese sido el tipo de régimen que habría conocido el país si una victoria de la oposición hubiese ocurrido? Al no ser María Corina la candidata y ser el embajador de carrera en Mundo, estoy seguro que el diálogo y la negociación hubiese sido prioridad, porque no tiene un discurso radical como sí lo tiene María Corina. Ok. Il pense que si le candidat avait été un autre candidat, c'est le dialogue et la discussion qui auraient été au centre de la table et que le résultat aurait été différent. Merci beaucoup. Je vais poser la question de Nathanaël. Nathanaël, sur les questions, je vais copier-coller ton texte si ça te va. Je vais l'envoyer à Alejandro et t'envoyer la réponse, comme c'est un petit peu technique sur la partie comment s'organise la campagne et tout. Mais en revanche, poser quand même la question de la manière de faire campagne sur des thèmes écologiques quand la société est polarisée à ce point-là. Comment est-ce qu'on arrive à faire vivre les questions écologiques? Alejandro, te hacen una pregunta que es ¿cómo se puede hacer campaña electoral sobre temas ecologistas en este contexto de polarización extrema de la vida política venezolana? Es prácticamente imposible. El 98% de los medios de comunicación los controla el Estado. Solamente va a publicarse la información que ellos quieren. Y en Venezuela, el chavismo al llegar al poder eliminó el financiamiento de los partidos políticos. Entonces, un candidato compite contra el Estado porque el gobierno usa todos los recursos de las gobernaciones, alcaldías, ministerios para hacerle campaña a sus candidatos. Es muy difícil hablar de democracia en Venezuela.
Y tal vez para completar, la pregunta era, ¿cómo pudo ganar usted? ¿Cómo pudo ganar un diputado verde? ¿Y cómo se trata? ¿Es una lista a nivel nacional o es una elección local? ¿Cómo pudo ganar usted como verde en este contexto? Je pose la question, Claro. comment est-ce qu'un député vert a pu être élu? Comment est-ce qu'il a pu gagner, lui, et devenir député dans ce contexte-là? Est-ce que c'est un système de liste nationale ou est-ce que c'est une élection locale? Comment est-ce qu'un député vert a pu être élu dans ce contexte-là? En la última elección parlamentaria, la oposición radical promovió la abstención. Le hizo creer a todos los compañeros de oposición que el que participara era pro gobierno, cosa que es totalmente falsa. Al llegar a las elecciones, el Movimiento Ecológico de Venezuela, el Partido Verde de Venezuela, se alió con dos partidos y pudimos salir electos en una lista nacional, que eso no existía y el chavismo lo hizo que existiera. Uno compite en Venezuela con las reglas que ellos colocan que más le convengan. Te pongo ejemplo, ellos las circunscripciones electorales la ajustan a su ingeniería electoral. Donde ellos tengan los votos, colocan que salgan más diputados. Entonces, no obtienes unas reglas justas para competir porque ellos mismos diseñan las reglas. Uno de los miles de ejemplos que te puedo colocar. Ok. Je vais donc traduire les deux questions qui ont été posées. D'abord, concernant comment on fait campagne, la réponse était simple, c'est quasi impossible. L'État contrôle toute l'information et ne publie que ce qu'ils veulent. Et puis, au Venezuela, Chavez a éliminé le financement des partis politiques, donc au final, un candidat se présente contre l'État, en fin de compte. La question a été précisée pour savoir plus spécifiquement comment lui avait été élu, Alejandro. Et donc, il a dit qu'au cours de la dernière élection parlementaire, l'opposition radicale avait promu l'abstention. Ils ont fait croire à tous les compagnons d'opposition que participer, c'était faire une faveur au gouvernement. Et le jour J, en fait, le mouvement écolo s'est allié avec deux partis et ont été élus sur une liste nationale, quelque chose qui n'existait plus depuis le chavisme. Il a mentionné qu'en général, au Venezuela, on participe sur la base de règles qui ont été établies par le régime en place. Par exemple, les circonscriptions sont dessinées, de telle sorte à arranger et maximiser le nombre d'élus issus du parti du gouvernement. Autrement dit, les règles ne sont pas justes parce qu'elles sont designées par le gouvernement directement. Merci beaucoup. Alors, si nos invités sont d'accord pour rester encore juste 5 minutes, ça se permettrait juste de poser la question de Philippe, qu'il avait posée dans le chat. Philippe, est-ce que tu arrives à poser ta question en 30 secondes? Sinon, je la résume, mais je vais charcuter. Voilà, le micro est ouvert. Oui, voilà, je voulais connaître l'avis d'Alejandro pour qu'il nous dise ce qu'il pense sur les trois facteurs. Quels sont les plus importants? Enfin, dans quel ordre il est privilégié sur la crise? La crise du pétrole, évidemment, voilà. Les sanctions états-uniennes et de ses satellites. Et l'incompétence et la corruption du système Maduro après le décès de Chavez. Qu'est-ce qui a joué le plus, à son avis? Alejandro, esta es una pregunta corta que fue... Quisiera saber si nos puedes decir lo que piensas, qué fue lo más importante, cuál fue el factor más importante entre tres sugeridos para explicar todo lo que fue todo lo que sucede en Venezuela. El primer elemento es la crisis petrolera, el segundo, las sanciones de Estados Unidos y sus satélites, y el tercero, la incompetencia del sistema Maduro post-chavismo. ¿Qué piensas que fue lo más importante? Creo que todo es importante. Es una cadena de hechos que permite que haya un engranaje para conseguirle la solución al país que nosotros queremos. Y todas son importantes.
Tout est important. C'est une chaîne qui tient un engrenage qui empêche d'avoir le pays qu'il souhaite. Gracias, bah parfait. C'était une dernière réponse assez courte. S'il y en a qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas eu le temps de poser leurs questions, n'hésitez pas à nous les envoyer à Françoise ou moi et on fera la transmission vers Sabrina ou Alejandro. En tout cas, un grand merci à vous deux d'avoir été là. C'est toujours un peu frustrant d'avoir la traduction et on se dit qu'on aurait pu avoir encore plus d'informations, surtout sur un pays qu'on étudie malheureusement peu en France. Mais on avait envie de construire un premier pont comme ça et on espère qu'il y en aura plein d'autres. Donc vraiment, merci beaucoup d'avoir pris le temps, Sabrina et Alejandro. Et puis je laisse Françoise peut-être dire un dernier mot ou si Christian veut d'abord traduire. Et puis comme ça, Françoise, tu auras le mot ultime, la ultima palabra. La ultima palabra, si, pero non. La seule chose, merci à tout le monde et d'être resté un peu plus longtemps que ce qui était prévu, effectivement, ce qui est souvent le cas. Mais ce serait pour dire que la Transnat accueille tout le monde et est très ouverte et a besoin de beaucoup de gens pour réfléchir, continuer à réfléchir, que ce soit sur les questions qu'on a posées là ou qu'on pourrait rajouter. Moi, c'est vrai que je vais me mettre à chercher quelles sont les entreprises européennes qui exploitent le sud du Venezuela, par exemple. Et donc, nous vous accueillons et vous pouvez nous envoyer un petit mot, même si aujourd'hui on n'adhère plus, mais on dit qu'on veut s'engager dans. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et Christian, si tu peux remercier aussi Alejandro, vu mon espagnol qu'il va falloir que je retravaille. Merci. Bien sûr. Alejandro, Françoise, que acaba de hablar, te quiere agradecer y bueno, comunicó ahí un mensaje para la audiencia a propósito de Transnat que acoge a todo el mundo y necesita gente para pensar y avanzar. En particular, ella ahora dijo que va a meterse a buscar cuáles son las empresas francesas y europeas que están metidas justamente en el sur de Venezuela. Et merci, j'allais oublier Sabrina, merci beaucoup et merci beaucoup de t'être fait la porte-parole aussi de la Transnat et en tant que député de l'Assemblée, enfin quelqu'un qui est aux commissions et qui va pouvoir s'occuper de tout ce qui concerne l'international et de l'Amérique latine, ce qui est pas, comme tu le disais toi-même, hein, ça n'est pas quelque chose qui vient souvent sur le tapis si j'ose dire, du Parlement européen. Merci. Agradezco igualmente a Sabrina que pudo traer todos estos temas hoy día a discusión. Et merci les traducteurs. Muchas gracias. Bonne soirée. Ok, merci beaucoup. Merci. Hasta pronto para nuevas aventuras et à bientôt. Et merci à toutes et tous les participants. Si, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, une excellente soirée. Au revoir. Au revoir. Adiós. Gracias al traductor, muchas gracias al traductor, Paulín, ese gran esfuerzo, Francisca, Sabrina, a todos por estar presentes. Un fuerte abrazo desde el Caribe venezolano.